Bonjour, on se retrouve en ce début d'année 2025 pour continuer le podcast. Avant de commencer, je vous souhaite d'ailleurs une bonne année et surtout la santé, c'est le plus important. Et donc, on va continuer notre série sur les accents et la prononciation, cette fois-ci sous l'angle de la glottophobie. Glottophobie, ce sont des discriminations liées à l'accent dans une langue. Entre stéréotypes, paternalisme, on va voir les différentes réactions qu'on peut avoir face aux accents et ce que ça implique pour nous en tant qu'apprenants ou apprenantes de langue. Donc c'est parti, voici le dernier épisode de cette série de 3 sur la prononciation. Bienvenue dans la 6e saison de My Polyglot Life en français. Je suis Cathy Intro, coach de français certifié Neurolanguage et j'aide les apprenants de niveau intermédiaire et avancé à perfectionner leur français dans la joie et la bonne humeur et avec efficacité. Cet épisode est disponible sur YouTube et en version audio sur les plateformes de podcast. Il est accompagné d'une transcription. Tu peux aller sur mon site français.mypolyglotlife.com pour la trouver. Si tu ne les as pas écoutés, je te rappelle que dans le premier, je t'ai donné quelques conseils pour améliorer ta prononciation. Dans le second, on a essayé de se réconcilier avec le fait d'avoir un accent. Et aujourd'hui, on va voir que tout le monde n'a pas le même besoin de gommer son accent. Ça dépend beaucoup du milieu dans lequel tu évolues, mais aussi parce que les privilèges de certains sont apparents ici aussi. C'est dû aussi au fait que tous les accents ne sont pas égaux, et c'est là que je reviendrai sur le concept de glottophobie. Je te partagerai aussi des bonnes pratiques à adopter, selon moi, quand on rencontre quelqu'un qui a un accent. Comme l'écrivait Sartre, l'enfer, c'est les autres. Le problème, c'est pas l'accent en tant que tel, c'est plutôt le jugement réel ou supposé qui est porté sur nous qui avons un accent. Et le plus gênant dans le fait d'avoir un accent, c'est souvent la réaction des gens plus que les éventuels malentendus. Les malentendus, on peut les gérer avec une dose d'humour qui détend l'atmosphère. Mais parfois, il y a des incompréhensions parce que tu parles avec des personnes qui ne sont pas habituées à entendre des accents différents ou à entendre un certain type d'accent. Et leur cerveau n'arrive tout simplement pas à décoder ces sons. C'est pas du jugement ou de la mauvaise volonté, c'est un manque de pratique. C'est ce que j'ai constaté par exemple quand j'avais ma pâtisserie café à Vancouver. Le personnel était majoritairement francophone ou bilingue et parlait anglais, avec parfois une grosse influence du français. J'ai trouvé que les Canadiens étaient plus habitués à entendre une variété de façons de parler anglais avec tous les accents du monde, et donc ils n'avaient généralement pas de difficulté à comprendre les employés. Tandis qu'un certain nombre de touristes américains, en particulier ceux qui étaient unilingues et qui étaient peu habitués à évoluer dans un contexte multiculturel, alors ces touristes-là n'avaient pas cette capacité à faire du sens de certaines phrases ou mots si c'était trop éloigné du schéma habituel, et ces personnes demandaient plus souvent de répéter, voire même parfois on était obligé d'appeler moi-même ou un ou une employée qui avait un accent un peu moins fort pour continuer la transaction et puis réussir à servir ce client ou cette cliente en anglais. C'est une étude plus empirique que scientifique, certes, mais en 6-7 ans, je pense que j'ai vu défiler assez de clients pour valider l'hypothèse que parfois c'est la personne qui écoute qui est responsable des malentendus et non la personne qui a un accent. Et ça, tu peux rien y faire. C'est un chantier collectif qui devrait commencer à l'école où les cours de langue, dans notre langue maternelle comme dans les cours de langue étrangère, devrait inclure plus d'audio qui s'écartent du standard. Ce qui permettrait par exemple aux Français eux-mêmes de mieux comprendre les Québécois et de ne pas avoir besoin de sous-titres quand ils regardent des films québécois. Alors deuxième point, comment se comporter face à quelqu'un qui a un accent? En effet, l'autre point auquel on pense tout de suite quand on parle d'accent, en plus des malentendus, ce sont tous les petits commentaires qu'on peut entendre quand on a un accent. Ça non plus, tu ne peux rien y faire. Et ici, je t'invite à réfléchir pas seulement comme une personne qui a un accent en français, mais aussi comme quelqu'un qui rencontre des gens qui ont un accent dans ta langue maternelle. En effet, on peut dire qu'on alterne toujours entre une position dominée, j'ai un accent, je suis l'autre, l'étrangère, et une position dominante,
Il y a probablement au moins un endroit dans le monde où je parle comme la majorité des gens autour de moi, du moins en apparence. On vit dans un monde où les accents inspirent des réactions. Et ça peut être d'ailleurs un bon moyen de commencer la conversation, un moyen évident de briser la glace. Ah tiens, t'as un petit accent, tu viens d'où? Mais cette approche, ça peut être un peu lourd. Quand je peux éviter, j'évite de commencer avec cette question. Pour les raisons citées dans l'interview que j'ai fait avec Urmi Hossain dans le podcast Crossroads, que tu peux trouver sur ma chaîne YouTube, la question d'où viens-tu, de toute façon, c'est mieux de l'éviter. Donc à quelqu'un qui parle très bien français et qui a une petite pointe ou beaucoup d'accent, je ne vais pas tout de suite demander mais tu viens d'où? Ou encore je vais éviter de dire mais tu parles super bien français, bravo. Parce que je sais que ça peut être une question qui fait souffrir. Peut-être que toi tu vas le vivre comme un compliment si je te dis mais tu parles super bien français, peut-être que pour toi c'est un compliment. Mais imagine, t'as bossé comme un chien sur ton accent. Et quoi que tu fasses, même après 10 ans, 20 ans à habiter ici, on te fera toujours sentir que tu n'es pas d'ici, que tu as un accent ou que, même si tu parles très bien, on entend que t'es pas natif. Ou peut-être même que tu as un diplôme pour enseigner le français, donc potentiellement tu connais mieux la structure de la langue que la personne avec qui tu parles, et la personne qui te fait ce supposé compliment. Mais ce compliment ou cette remarque, ça te renvoie à ton statut de non natif et ça peut alimenter un syndrome de l'imposteur. Et oui, c'est une histoire qui me touche personnellement, ça, je parle de mon vécu, parce que quand on me dit «Oh mais tu parles super bien anglais», je sais pas quoi répondre. La réponse attendue est «Merci». «Oh, je devrais être contente qu'on me fasse un compliment». Mais moi, j'ai juste envie de dire, et parfois je le dis d'ailleurs, écoute, j'ai un diplôme pour enseigner cette langue, ça fait 20 ans que je vis de façon bilingue, donc oui, je parle bien anglais et j'aimerais bien qu'on passe à autre chose maintenant. C'est, tu vois, c'est normal. J'apprécie le compliment, mais si tu me le fais, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose qui t'a fait dire, tiens, elle a peut-être besoin d'encouragement, celle-là. Elle est pas parfaite en anglais. On sent bien qu'elle est pas d'ici. On va l'encourager. J'aimerais bien sentir que I belong. Tu vois, c'est si on me fait pas de remarques sur mon accent, c'est que c'est un non-événement. C'est pas quelque chose qui est spécial et ça change quelque chose dans la dynamique de nos relations. Donc je sais que faire ce compliment, ça part d'une bonne intention, mais parfois on se passerait bien du jugement sur notre façon de parler. Merci. Sauf si on vous le demande parce que justement on a besoin d'être rassuré. Qu'est-ce que tu penses de mon français, de mon anglais? Et puis là, évidemment, on invite le feedback. Mais si c'est pas demandé, peut-être que c'est une bonne idée de ne pas en parler. Et c'est pour ça qu'aussi cette relation au jugement, en neurolanguage coaching, on essaye de développer ce détachement du regard extérieur chez les apprenants. C'est le plus libérateur et ça permet vraiment de prendre confiance quand on développe une petite boussole sur ce dont on a besoin, les commentaires qu'on a besoin de prendre et de chercher à améliorer ou les choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent juste à la personne qui nous a fait cette remarque et qu'on va laisser glisser, passer et sur laquelle on ne va pas, à laquelle on ne va pas s'attacher. Et je voudrais revenir sur les Français qui parlent anglais. Si on parle des Français qui parlent anglais, justement, une des raisons qui fait que nous sommes soi-disant pas bons en anglais ou en tout cas timides pour le parler, ça vient du jugement qu'on a les uns sur les autres. Quand tu es français et que tu parles anglais, tu ne gagnes jamais. Si tu parles trop bien, avec un accent anglophone, tu te prends des commentaires du style regarde lui, regarde là, comment tu te la pètes avec ton accent anglais, frimeur, frimeuse. Voilà, des petits commentaires comme ça qui te font dire que c'est peut-être pas une bonne idée de parler avec un trop bon accent en fait. You're basically accused of bragging or showing off. Ce serait un signe de supériorité, d'arrogance ou de je ne sais quoi. Tu penses que tu es mieux que tout le monde avec ton accent anglais. Mais de l'autre côté, si tu parles avec un accent trop français, on se moque de toi aussi. Donc bon, ça encourage pas vraiment à prendre la parole en public en anglais tout ça quand tu es français à l'origine. C'est en train de changer, mais ça a longtemps été le standard et c'est toujours vrai à l'école et parfois dans les médias. Recherche sur YouTube des vidéos qui parlent de la façon dont Macron parle anglais. Enfin, tous les présidents, d'ailleurs, tu verras des analyses de l'anglais de nos chefs d'État qui sont quand même capables d'évoluer en anglais, de conduire des négociations pointues en anglais. Et on les renvoie systématiquement à leur prononciation, à leur accent.
des commentaires de Français sur d'autres Français donc, hein. C'est un jugement à l'intérieur, ça ne nous concerne que nous. Mais toi, quand tu parles en français, tu es confronté à ces gens-là qui ont l'habitude de juger et de commenter sur les accents. Donc c'est pas forcément personnel, c'est quelque chose qui nous appartient à nous, les Français, les franco-français. Les autres francophones, je ne vais pas me prononcer pour eux, sont peut-être, un peu moins, ont peut-être un peu moins de jugement que les Français de France, vu qu'eux aussi sont soumis au jugement, au regard extérieur des Français de France sur tous les accents du monde qu'on trouve, ça je vais y arriver sur tous ces petits commentaires qu'on fait sur les autres accents. Donc tout ça pour dire que j'évite de tout de suite faire un commentaire sur l'accent de la personne à qui je parle. En tout cas, j'attends un petit peu plus dans la conversation que ça vienne peut-être de façon plus naturelle. Sauf si je suis en France et que j'en ai marre de ne parler que français, ou si je suis à l'étranger et que je me sens seule. Et là, bon, si je détecte un petit accent anglophone ou français et que j'ai besoin de parler avec quelqu'un qui me comprend, que je comprends, j'avoue que ça m'arrive de prendre le prétexte de l'accent pour engager une conversation. Eh mais dis donc, toi non plus, t'es pas d'ici. On se tient compagnie pour un petit bout de temps. Mais là, tu vois, là encore, c'est personnel. C'est moi qui ai un besoin et qui me raccroche à ton accent pour, satisfaire mon besoin. C'est pas ton accent qui a déclenché le besoin de parler. C'était, au contraire, c'est un signe de reconnaissance mutuelle peut-être et j'en profite. Mais, ça ne signifie pas que ton accent est mauvais ou trop fort. En plus, j'ai une oreille de prof de français, d'anglais, donc je suis entraînée à, détecter toutes les pointes d'accent. C'est une déformation professionnelle. Mais donc, bref, je te conseillerais d'être prudent ou prudente avec cette question et de ne pas réduire les gens à leur accent. Et dans ta langue maternelle, ou comme en français par exemple, pour moi, je te conseille de faire attention à comment tu réagis quand tu rencontres quelqu'un avec un accent. Par exemple, en français, avec les petits commentaires paternalistes du style «Oh, c'est mignon» ou «Oh, t'as un accent québécois, j'aime trop l'accent québécois», ou ça marche aussi avec l'accent british chez les Français. On peut le penser. J'ai une tendresse toute particulière pour les accents irlandais et du nord de l'Angleterre en anglais. Ça me ramène à des bons souvenirs de ma première expérience de vie à l'étranger. Mais on n'est pas obligé de l'exprimer à voix haute. C'est mignon, ça part d'une bonne intention, mais le résultat n'est pas forcément très cool, surtout si tu connais pas trop la personne en face de toi, ou si c'est un ami, mais que il ou elle ne sait pas comment te dire que il ou elle en a marre que tu commentes sur son accent, en fait, que tu lui dises que c'est mignon. Au bout de la 20e fois, peut-être qu'on peut passer à autre chose. Donc, mais il ou elle est trop poli pour te le dire. Donc, à utiliser avec précaution ce type de commentaire. Et si on pense aussi au fait que, honnêtement, je ne pense pas avoir déjà entendu quelqu'un dire: «Oh, t'as un accent maghrébin, c'est trop mignon!» Sauf puis peut-être si c'est un mec qui fétichise un certain type de femme et qui essaye de draguer, mais ça, c'est un autre problème. L'accent algérien, c'est pas le plus populaire, par exemple. On va pas se mentir, tous les accents ne sont pas égaux et toutes les personnes ayant un accent ne sont pas égales non plus. J'ai dit d'éviter les commentaires de type «c'est mignon», mais évidemment, je recommande aussi d'éviter de dire tout haut que certains accents sont moches. Peut-être que tel ou tel accent n'est pas harmonieux pour tes oreilles, que tu n'aimes pas comment ça sonne, mais c'est un avis personnel, il n'y a pas d'accent beau ou moche en tant que tel. Et puis, faut être conscient aussi qu'il y a des gens qui peuvent se permettre de ne pas perdre leur accent. Là, je parle dans le contexte français et nord-américain hors Québec que je connais le mieux. On va pas se mentir, un homme blanc qui a un accent français ou anglais, ou un homme blanc anglophone qui a un accent anglais en français, ça peut être un argument de vente. Ou en tout cas, l'accent n'est pas un obstacle si la personne parle couramment et maîtrise la langue par ailleurs. J'ai un ami anglais, britannique, en France, et il est là depuis qu'il a 17 ans, je crois. Il en a maintenant plus de 40. Il a appris sur le tas, en immersion. Son français est bon, comme il peut faire toutes les conversations qu'il veut en français. Mais tu te dis qu'après quand même plus de 20 ans en France, dans la campagne française en plus, il aurait quand même pu réduire son accent. Tu t'attends à ce qu'il fasse très peu d'erreurs de français et tout, mais en fait, il n'a pas tellement la motivation pour le faire. Parce que depuis qu'il est arrivé en France, tout le monde lui dit: «Mais c'est trop mignon comment tu parles ton petit accent anglais!» Donc, il n'a jamais eu de besoin impérieux ni la motivation pour prendre des cours ou faire un travail sur ces points-là.
Et des exemples comme ça sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Monsieur Prof, qui est arrivé en France à ses 15 ans et qui enseigne l'anglais dans un collège, il a un mélange d'accent britannique et toulousain, c'est assez rigolo, et aucun intérêt à perdre son accent british. Ni son accent toulousain d'ailleurs, parce que c'est à ça qu'on le reconnaît. On entend sa voix, on sait qui parle, même si j'ai pas le visuel, je sais que c'est le gars sur Instagram, TikTok, qui enseigne l'anglais à Toulouse, parce qu'il y a ces deux accents. C'est ce qui fait sa marque de fabrique et son charme. Il y a Sébastien Marx, le comique américain, qui est en France, marié à une Française, lui aussi joue de son accent. Du côté des femmes, humoristes ou des gens qui font les contrastes entre français, anglais, la France, l'Angleterre ou un autre pays, il me vient en tête le nom de Tatty McLeod, qui est britannique, qui a vécu en France et qui a très très peu d'accent quand elle parle français. Pour le coup, elle est un peu comme Paul Taylor, elle est venue quand elle était petite et elle est capable d'avoir un accent britannique en anglais, un accent français en français, c'est assez impressionnant. Et pour parler d'un exemple plus personnel, quand j'employais des francophones dans mon café-pâtisserie français à Vancouver au Canada, ça faisait encore plus réaliste si le staff avait un accent français. Si les employés avaient un accent français, tu rentres dans la pâtisserie et d'un coup, tu as l'impression que tu es à Paris ou en France. Donc bien sûr, on essayait de faire progresser les employés sur le vocabulaire, la fluidité, le service client, etc. Mais la réduction de l'accent, clairement, c'était pas une priorité pour moi, au contraire. Et puis, tout dépend du contexte. Une femme blanche ou asiatique qui parle avec un accent, c'est souvent perçu comme mignon. Mais ça peut être un handicap dans un contexte professionnel où tu veux être prise au sérieux et tu fais déjà face à un certain nombre d'obstacles par ailleurs. Donc, t'as peut-être pas envie de rajouter un accent en plus de tout ça. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en France, par exemple, quelqu'un qui a un accent d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, des Antilles ou de banlieue parisienne, c'est associé à certains stigmas, certaines images. Eh bien, cette personne aura peut-être plutôt envie de masquer ses origines et d'adopter une façon de parler plus standard, de façon consciente ou non. Prenons un exemple concret de quelqu'un qui travaille dans le service à la clientèle au téléphone. Parler avec un accent identifié comme standard permet de ne pas s'exposer à des commentaires racistes. Mon mari travaille pour un service qualité à analyser des appels audio d'un service clientèle. Je vous assure que les commentaires racistes, il en entend, certaines personnes ne se gênent pas quand elles entendent un accent au bout du téléphone. Et j'ai lu un article sur les stéréotypes et les généralisations qui disait que notre cerveau ne peut pas les éviter. Notre cerveau, c'est une machine statistique, donc en fonction de ce à quoi il est exposé dans notre environnement de vie, dans les médias, le folklore, etc., il va en déduire des schémas et des idées préconçues. On peut les contrôler, c'est notamment à ça que sert l'éducation et la connaissance des biais cognitifs, mais on ne peut pas supprimer ces idées réflexes issues des statistiques de notre cerveau. C'est juste qu'on peut les filtrer. Donc l'accent peut évidemment conditionner l'attitude qu'on adopte vis-à-vis de quelqu'un, soit parce qu'on agit selon des stéréotypes, soit parce qu'on applique un filtre pour justement ne pas suivre ça. Dans tous les cas, on n'est pas neutre. Donc il y a ça aussi, la réaction des gens autour de nous qui encouragent ou découragent les gens à changer leur façon de parler. Et ça nous amène à la question de la glottophobie, qui est un processus de stigmatisation qui conduit à des discriminations basées sur l'accent ou d'autres caractéristiques langagières jugées négativement. Une stigmatisation prend souvent la forme de remarques indirectes, de plaisanteries, de moqueries, de comportements condescendants, voire méprisants, humiliants ou injurieux. Pour prendre l'exemple de la France, certains stéréotypes sont associés à certains accents et c'est plus valorisé de parler d'une certaine façon que d'une autre. Par exemple, même si on ne parle pas de personnes racisées ou d'origine géographique à l'extérieur de la France, les gens qui ont un accent du sud de la France sont a priori jugés sympas et rigolos, mais aussi plus paresseux dans un contexte de travail, par exemple. Les accents du nord ou de l'est de la France font penser à des personnes peu éduquées. Et en tant que Français, on a du mal à prendre au sérieux les discours prononcés avec un accent québécois, par exemple, même si c'est M. Trudeau, maintenant ex-premier ministre du Canada, qui les prononce.
Tout ce qui s'écarte du français dit standard, parisien rive gauche, est considéré comme moins sérieux et moins valide. Et chez mes apprenants qui vivent au Canada, j'observe deux tendances. Celles et ceux qui veulent parler un français standard, international, avec un accent le plus neutre possible, comme ils disent, comme toi Cathy, pour parler le bon français et être accepté partout dans le monde. Ou ça peut être parce qu'ils ou elles n'aiment pas les sonorités du français canadien et ne veulent pas parler comme ça. C'est leur droit. Ça peut les empêcher de progresser en compréhension orale s'ils ne développent pas la capacité de leur cerveau à décoder les différences entre ce français standard et le français québécois, par exemple. Mais s'ils comprennent, il n'y a aucune obligation d'imiter ce français québécois dans leur production orale. Mais d'un autre côté, il y a aussi celles et ceux qui côtoient tous les jours des Canadiens francophones et qui veulent s'intégrer dans leur communauté et adoptent naturellement une façon de parler similaire à celle des personnes qui les entourent. Ça se fait naturellement. Et je trouve ça chouette qu'on n'oblige pas les profs de français à tous parler de la même façon et à gommer toute trace par rapport au modèle. Et en plus de la glottophobie, si on ajoute à ça un certain classisme, c'est-à-dire une tendance à invalider les propos de quelqu'un s'ils ne sont pas émis avec un langage qui démontre un certain niveau d'éducation et ou de culture générale, on comprend pourquoi parler une langue étrangère peut éveiller de forts sentiments d'insécurité linguistique. Si c'est important pour toi de bien parler dans ta langue maternelle, peut-être même d'éviter d'avoir un accent qui révèle tes origines sociales, géographiques ou culturelles, alors tu emmènes ces injonctions, plus ou moins consciemment, dans ton apprentissage du français et ça freine souvent ta progression par excès de perfectionnisme ou par timidité. Tu ne saisis pas toutes les opportunités pour pratiquer. Tu mets peut-être sous le tapis ce travail sur la prononciation, car c'est douloureux et tu ne sais pas comment le faire sereinement. Alors, la conclusion de ces 3 épisodes sur l'accent et la prononciation, c'est que toutes ces réflexions m'amènent à dire que l'accent, on s'en fiche un peu. Ça ne révèle pas ton niveau de langue. Si le monde était parfait, ça ne révélerait pas ton niveau d'éducation. Enfin, ça n'aurait pas un impact sur l'image qu'on a de toi, de ton niveau d'éducation, des préjugés ou des stéréotypes qu'on associe avec toi. Ça, c'est dans un monde idéal. On ne vit pas dans un monde idéal, donc il vaut mieux apprendre à vivre avec notre accent et à gérer les commentaires des gens. Ça, c'est le plus important et c'est la seule chose sur laquelle tu as le contrôle. Comment tu réagis quand quelqu'un te fait une réflexion? Tu peux vouloir diminuer ton accent, c'est un but personnel qui est tout à fait valide, mais ne te sens pas obligé de le faire à tout prix, seulement si c'est quelque chose qui est important pour toi. Parce que de toute façon, tu ne pourras pas empêcher les réflexions et même si tu as un accent parfait, il y aura toujours quelque chose qui va te trahir. Mais par contre, travaille aussi sur la compréhension des variations et ta prononciation pour pouvoir comprendre et être compris facilement par la majorité des francophones. Il faut que chacun fasse un effort sur cette histoire d'accent et puis qu'on se rencontre quelque part au milieu entre la compréhension, mais pas non plus une exigence de perfection. D'ailleurs, il n'y a pas de perfection en matière d'accent, tout le monde parle d'une manière différente. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la glottophobie et des stéréotypes associés à certains accents ou façons de parler? Comment est-ce que tu réagis quand un étranger ou une étrangère parle ta langue maternelle? Dis-moi tout dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner. Et puis, si tu veux travailler sur des problèmes de confiance en toi, de prise de parole en français, tu peux me contacter pour des séances de coaching privées ou dans le cadre du programme French Fluency Framework. À bientôt! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimes ce podcast, tu sais que tu peux m'aider beaucoup en mettant des reviews, des étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, en le partageant avec tous les gens que tu connais autour de toi qui peuvent comprendre le français. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast pour recevoir les notifications, mais aussi à ma newsletter pour recevoir encore plus de conseils, de retours d'expérience, des cadeaux, des réductions et des informations sur mes programmes et services, et aussi tout simplement pour garder le contact. Ciao ciao!